Alors, aujourd'hui, je vous tenais vraiment à vous faire une petite vidéo. Petite, je ne sais pas si elle sera petite, mais je vais essayer de faire assez court. Puisque aujourd'hui c'est la journée de la non-violence éducative ou dite éducative. Coucou, bienvenue. Coucou Marine. Je voulais vous en parler parce que je suis sur Instagram et sur Facebook à la fois. Je vais essayer de suivre. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais que parfois dans ma tête, je fais beaucoup de liens par rapport à la sophrologie, la parentalité, la grossesse. Et parfois, je pense que peut-être je perds les gens parce que moi, dans ma tête, j'ai mes liens. Et peut-être que vous ne le faites pas forcément ou que vous ne voyez pas vraiment où je veux en venir. Et je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. J'avais dit en story que je voulais vous parler de choix parentaux et on m'avait pas mal répondu que oui, c'était intéressant. Donc aujourd'hui, comme c'est la journée de la non-violence éducative, pour la non-violence éducative, je vais commencer par là, par le choix parental de ma parentalité, en tout cas, donc mon choix à moi. Et peut-être que ça vous éveillera si vous y êtes sensible. Marine, je pense que oui. Du coup, si vous êtes sensible, voilà, ça sera ma vision aussi. Et si vous ne connaissez pas particulièrement ou si vous ne savez pas trop, voilà, je vous donnerai un petit peu moi ce qui est important pour moi parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et je vous explique pourquoi j'en parle, notamment aussi. Pour moi, la grossesse, c'est vraiment un moment où on va c'est la période idéale parce on se prépare à une nouvelle vie et du coup c'est la période idéale pour travailler la nouvelle version de soi, devenir vraiment celle qu'on désire être et notamment savoir ce qu'on va transmettre à nos futurs enfants, ce que nous aussi nous a touché quand on était enfant parce que ça va beaucoup impacter notre manière d'être. On va soit avoir beaucoup de choses qu'on se dit, ça je vais refaire tout pareil, ça je vais pas du tout faire pareil. Et parfois il y a aussi des choses inconscientes. Donc ça c'est important parce qu'on va savoir ce qu'on veut reproduire, ce qu'on veut pas reproduire. Et je pense que c'est vraiment important de se poser ces questions-là de manière consciente. Et aussi aller se libérer des choses du passé. Coucou, bienvenue. De se libérer aussi du passé, des conditionnements. Tout ça en conscience et de prendre conscience qu'aujourd'hui ce qu'on vit et notamment donc je pense à la grossesse où on peut avoir des peurs, des craintes face à l'avenir, un manque de confiance. Pour l'accouchement souvent il y a des futures mamans qui me disent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles sont douillettes, qu'elles sont ceci mais qu'elles ne sont pas courageuses ou etc. Des choses comme ça qui sont peu on va dire peu flatteurs et encourageant pour le coup. Et ça, en fait, c'est des choses qui viennent tout de l'enfance, de ce qu'on a entendu régulièrement, qu'on nous a répété, des étiquettes qu'on nous a collées. Et ça fait partie justement des violences éducatives, ces étiquettes qu'on colle aux enfants. Tu es timide, tu es peureux, tu es coquin, tu es un clown, tu es maladroit. Non, tu as fait une maladresse, ça a été une maladresse à ce moment-là, voilà. Mais c'est pas la personne qui est maladroite. Et ça me fait penser d'ailleurs, tu es méchant aussi. Alors ça, je déteste. Et ma fille, l'autre fois, qui justement, pour vous donner un exemple, qui disait... Je dois partir le replay. Yes, avec plaisir, Marine. Je disais oui, pour vous donner cet exemple-là, pour moi, comment je vois ça. Et après, je continuerai mon explication pour ne pas perdre le fil. Mais pour vous donner un exemple de ces étiquettes... Ma fille, la dernière fois, me disait que les pigeons étaient méchants parce qu'ils avaient fait caca sur la voiture. Et du coup, je lui dis, non, il n'est pas méchant le pigeon. Il ne l'a pas fait volontairement pour nous nuire. Ce qu'il a fait, c'est parce que voilà, il a fait caca. Par contre, c'est embêtant ce qu'il a fait. C'est très gênant, c'est dérangeant, ça nous demande de devoir travailler. Coucou, bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir avec moi si le sujet vous intéresse et donnez-moi votre avis. Donc du coup je lui ai dit c'est pas le pigeon et après je vais faire donc le parallèle qui est dans ma tête bien sûr, c'est pas le pigeon qui est méchant, c'est juste ce qu'il a fait qui nous dérange et lui il l'a pas fait pour nous nuire. Bon, tout ça pour dire qu'un enfant n'est pas méchant et pareil quand ils font quelque chose qui nous dérange, ça nous dérange
l'action qu'ils font peut nous déranger et peut ne pas être acceptable, mais ça ne veut pas dire que eux ils sont méchants. Voilà, donc ça, souvent aussi, on va donner des adjectifs, des étiquettes comme ça aux enfants en disant tu es méchant, tu es ceci, tu es un diable, il est exécrable, des choses comme ça qui restent aussi ancrées chez les enfants et qui sont importants parce qu'après ça va faire leur confiance ou pas et leur épanouissement aussi ou pas. Et c'est hyper important d'avoir conscience de ça, mais aussi d'avoir conscience en tant que maman. Donc là, je vous fais ce parallèle parce que je trouve que c'est hyper important aussi en tant que femme. Comment on a grandi, comment a été notre confiance en nous, comment elle est aujourd'hui, quelles sont nos peurs, parce que tout ça, ça vient de l'enfance. De comment on va appréhender chaque situation de la vie. Est-ce qu'on va être responsable? Est-ce qu'on va être victime? Est-ce qu'on va être courageuse, puissante? Est-ce qu'on se sent capable de donner naissance, par exemple? Oui, parce qu'on a tout en nous. Mais est-ce qu'on nous a répété qu'on était, je vous l'ai dit en story d'ailleurs hier, je ne sais plus quand, mais les enfants, ils sont formidables. Et quand on leur dit qu'ils sont formidables, quand on les voit comme des personnes formidables, ils se sentent formidables parce que notre manière d'agir auprès d'eux, ils le ressentent. C'est le langage aussi non verbal, ils le ressentent. Quand on se dit c'est insupportable, il est tout le temps en train de faire des bêtises. Non, c'est pas des bêtises, c'est des expériences qu'il vit, qu'il apprend. Et quand on a cette vision de il est insupportable, il fait tout le temps ça, qu'est-ce qu'on voit de lui? Qu'il est insupportable et qu'il fait tout le temps des bêtises. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans son rôle. Et nous, on n'observe que ça, on voit que ça. Alors qu'il y a plein d'autres facettes de lui qu'on ne voit pas parce qu'on se focalise sur ce qui nous dérange. Et donc nous, en tant qu'adultes, en tant que femmes, pareil, on a grandi sur ça, en tant que père aussi. On grandit sur ce modèle-là, sur des choses négatives qu'on nous a dit. Là, je parle encore que des mots. Je ne parle même pas de fessées ou autres, ou châtiments corporels, ou les punitions. Je parle uniquement des paroles. Mais c'est déjà tellement important et ça joue tellement sur justement l'épanouissement de l'enfant et finalement ce que nous sommes devenus nous aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper important de l'avoir en conscience déjà pour pouvoir faire face après. Est-ce qu'on est déprimé? Pourquoi on est déprimé pendant notre grossesse? Qu'est-ce qui peut se jouer par rapport à tout ça? Notre enfance, la grossesse de notre maman, etc. Et tout ça, ce sont les résultats en fait de ce que notre inconscient, il a décidé de croire vrai. Et donc, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre petite enfance, notamment, après nos expériences aussi, qui sont venues ancrer, qui sont venues ancrer encore plus et montrer que oui, c'était vrai, on est vraiment maladroite. Mais c'est pas parce qu'on est maladroite, c'est qu'on a tellement peur parce qu'on se pense maladroite qu'on se dit de toute manière, je sais que je vais casser quelque chose. Donc, on est maladroite. Ou on se pense douillette, donc on sait qu'on a peur on commence à avoir peur de la douleur. Ce qui fait que comme on a peur de la douleur, on a encore plus mal parce qu'on se crispe. On se tend, au lieu de se laisser traverser par ça. Et se dire, c'est ok, voilà. Tout à l'heure, je me suis fait très mal au doigt. Ma fille me dit, t'inquiète pas, maman, ça va passer. D'ici qu'on descend la pente, la douleur, elle sera plus là. Parce qu'hier, elle s'est fait très très mal. Et j'ai dit, ok, tu respires, c'est normal. Ton corps, il t'envoie un signal. Tu viens de te faire mal. Donc, il te dit, maintenant, mets-toi au repos, tu as mal. Mais on accueille. On n'essaye pas de lutter contre. Parce que plus on lutte, plus la douleur est difficile. C'est ok. Donc pour moi, c'est vraiment une période, la grossesse, idéale pour se poser ces bonnes questions et pour y réfléchir vraiment. Et savoir comment, finalement, en nous guérissant, nous, on va pouvoir guérir donc l'enfant qui est en nous, choisir ce qu'on a envie de croire aujourd'hui de vrai, et concernant aussi la vision qu'on a des enfants, je vais y venir un petit peu plus tard, mais du coup, on va pouvoir aussi empêcher justement que nos enfants aient besoin de guérir eux plus grands parce qu'ils vont déjà grandir avec cette confiance, cet épanouissement et du coup aussi un exemple différent. Les parents vont être un exemple de ce qui peut être possible, comment gérer les émotions, comment accueillir tout ça, comment ma mère ou mon père il vit les situations, comment il les dépasse, comment il accueille mes émotions. Est-ce qu'il me dit de les réprimer? Est-ce qu'il me dit non, ne pleure pas parce que ça le dérange, parce que lui n'a pas pu vivre ses propres émotions? Ou est-ce qu'il est, voilà, il est là, bienveillant, dans l'empathie, à accueillir ça, à écouter ça, simplement en étant présent avec de l'amour, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important parce que du coup, ça nous permet de pouvoir accompagner respectueusement nos enfants
Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi un petit peu. Mais ça va nous permettre vraiment que tout soit ça. Nous, on va être à notre place, on va guérir. Et eux, ils n'auront pas à guérir toutes ces blessures plus tard. Ils en auront certainement, puisque bon, nous, on n'est pas parfait. Et puis, de toute manière, notre entourage fait que pas tout le monde va évoluer comme nous. Et donc, forcément, il va y avoir des choses. Mais comme on leur apporte une confiance intérieure, une puissance intérieure qui leur permet de eux aussi dépasser ce qu'ils vont vivre, qui peut être un peu difficile. Donc, ils auront moins de ces blessures-là, parce que tout de suite, ils sauront comment l'accueillir et comment les dépasser. Et donc, je voulais parler justement de ces choix parentaux, parce que moi, je vais commencer par là, par les choix parentaux. Je voulais vous parler de l'accouchement, justement, péri, pas péri, allaitement, pas allaitement, la motricité libre, tout ça. Je vais vous parler de tout ça dans de prochains lives, si ça vous intéresse. Dites-moi d'ailleurs les sujets qui peuvent vous intéresser, parce que c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai envie de vous partager pour vous éveiller au possible, et puis aussi pour échanger, pour vous donner moi mes expériences par rapport à ça. Voilà, tout ce que j'ai pu apprendre, expérimenter, ce que j'ai accompagné, etc. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir vous répondre aussi par rapport à vous, votre demande. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en message privé. Et donc pour moi, mon choix en parentalité, on appelle ça éducation bienveillante, courant Montessori, etc. Moi, je le vois comme une parentalité consciente et respectueuse. Pour moi, c'est la base, c'est deux choses qui sont primordiales. Avoir conscience de ce que je vis et surtout vivre dans l'instant pour choisir de rester aligné à mon cœur et à une autre coucou et bienvenue, et à une autre valeur qui est très importante pour moi, le respect. C'est pour ça que pour moi c'est une parentalité consciente et respectueuse. Être consciente de chaque acte que je fais, le faire avec mon choix, vraiment aligné à mon cœur, aligné à mes valeurs, et donc la principale qui est le respect. Pour moi, un enfant, toutes les croyances autour de l'enfant, c'est très important de pouvoir, je pense, les enlever, parce que la société veut qu'un enfant est un enfant tyrannique, un enfant manipulateur, qu'ils font que des bêtises, qu'ils sont insupportables, que c'est notre problème en fait. Souvent, et je l'observe, je suis consciente de ça dans mon quotidien, parfois, j'ai l'impression, par cet inconscient collectif, que ma fille peut être un problème. Puis, comme je suis consciente de ça, je l'observe et je me dis, là tout de suite, en vérité, c'est pas ma fille le problème, pas du tout. Parce que quand je la vois, je vois que de l'amour pur. Mon vrai problème, c'est ce que je dois faire autour et que je ne peux pas forcément faire parce que je suis avec ma fille. Mais donc le vrai problème, ce n'est pas la présence de ma fille, ce n'est pas cet être qui est là avec moi et que j'ai choisi qu'elle soit là avec moi, mais c'est plutôt toutes ces tâches que j'ai à faire autour qui viennent polluer en fait ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Encore une fois, c'est ma vérité que je vous partage. C'est pas forcément la vôtre et c'est pas forcément quelque chose que vous adhérez. Mais voilà, je le vois comme ça. Et donc, toutes ces croyances autour de l'enfant, c'est hyper important aussi de vouloir absolument avoir l'autorité. Moi, j'ai pas envie d'avoir de l'autorité sur ma fille. J'ai simplement envie, je vous l'ai déjà dit aussi, mais qu'elle comprenne les choses. Qu'elle comprenne pourquoi on les fait. Parce qu'au moins, quand elle sera plus grande, elle saura faire ses choix. Parce qu'elle saura quelles sont les conséquences, bien sûr, à ses actes, et elle pourra choisir par rapport à ce qu'elle sent, elle, au fond d'elle, ce qu'elle pense être bon pour elle, et non pas parce que quelqu'un qui a l'autorité lui a dit « il faut que tu fasses ça ». Parce que quand on est grand, qu'on nous a toujours dit « tu fais ça parce que c'est comme ça, c'est moi qui le dis, je suis l'adulte », après, on ne sait pas faire nos propres choix. On ne sait pas. Et des fois, les parents le font parce que pas des fois même, je dirais tout le temps quasiment, c'est dans la bienveillance. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme éducation bienveillante, parce que très souvent, tous les parents sont dans la bienveillance. Tous les parents n'ont pas envie de crier après leurs enfants, tous les parents aiment leurs enfants, et quand ils font quelque chose, ils considèrent que c'est pour leurs enfants. Désolée Facebook, l'écran il n'est pas très très bien. Tous les parents considèrent, coucou l'Atari, tous les parents considèrent que ce qu'ils font, c'est pour le bien de leurs enfants, sauf qu'ils ne font pas forcément de la bonne manière, en tout cas pour moi. Donc c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je ne ferais pas aussi à un adulte ? Moi, ça, c'est ma position, c'est que ce que je ne ferais pas à un adulte, à mon mari, à ma mère, à mon collègue ou n'importe qui, je ne le fais pas à ma fille.
Par exemple, on ne forcerait pas notre mari à finir son repas absolument si il n'a plus faim. On ne le forcerait pas, je ne sais pas, bon, à aller se coucher à telle heure parce qu'on l'a décidé. Ça, par exemple, ça fait partie des choses que je vous disais. Après, si on décide nous qu'à telle heure, il faut qu'il soit couché. Bien sûr qu'on le voit, qu'on le sait, les signaux. Mais moi, je sais que j'utilise pas de c'est l'heure de se coucher, tu y vas maintenant. Quand je le dis à ma fille, je lui explique, tu vois là comment tu te sens, tu as les yeux qui picotent. J'essaye de lui expliquer par rapport à ce que je perçois d'elle, de lui dire comment tu te sens. D'ailleurs, maintenant, elle a la facilité de me le dire. Maman, je me sens pas bien. Et je lui dis, comment tu te sens pas bien? Tu aimerais dormir? Tu te sens fatiguée? Parce que je sais qu'elle est fatiguée, elle est comme ça. Mais du coup, je lui dis, et donc elle me dit, oui, c'est ça. Donc maintenant, c'est pas, encore une fois, quelque chose que je lui impose parce que je suis l'autorité parentale. Pour moi, l'autorité, entre guillemets, je vais l'avoir et la conserver quand vraiment il y a un danger. Mais c'est juste de la sécuriser, c'est pas de l'autorité, c'est juste de la sécuriser à ce moment-là. Mais pour moi, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la sécurité ou de la santé, ça n'a pas lieu, il n'y a pas lieu d'avoir une autorité sur l'enfant. Et encore une fois, c'est ma vision des choses, bien sûr. Parce que je pense que c'est vraiment, vraiment plus important qu'ils comprennent pourquoi on leur dit les choses. Si je lui dis non, ne monte pas là, mais que je lui explique pas pourquoi. Non, c'est comme ça, tu ne montes pas là. C'est moi la mère. Je t'ai dit, tu ne montes pas là. Tu as compris? Que je m'énerve, que je crie, encore mieux. Ça servira à rien. Parce que dès que j'ai le dos tourné, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter sur la chaise. Alors que si je lui dis, j'ai peur que tu tombes si je ne suis pas à côté de toi. Et que quand je peux, je vais me mettre près d'elle et je la laisse grimper pour qu'elle soit contente d'avoir grimpé ou que je lui propose une activité qui va satisfaire son besoin. Parce que c'est important aussi de chercher les besoins qu'il y a derrière chaque action. Comme quand on dit les enfants ils font plein de bêtises. Très souvent, moi, quand ce qu'on considère comme bêtises, je préfère dire expérience. Quand j'arrive à avoir justement conscience de ne pas lui dire ça. Pour moi, très souvent, c'est parce que soit j'ai été au téléphone, que j'étais occupée, ou que je faisais la vaisselle, ou que voilà, comme je n'étais pas avec elle, elle a profité pour expérimenter autre chose ou pour un peu attirer mon attention. Mais est-ce que c'est pour me faire péter un plomb? Pas du tout. C'est juste parce qu'elle a profité de ce moment. Ma fille adore jouer avec l'eau, par exemple. Les enfants adorent ça, transvaser, etc. Donc dès qu'elle le sent que hop, je suis un peu occupée, happée par une activité, forcément, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher de l'eau pour s'amuser avec ça. Est-ce que c'est vraiment pour m'emmerder et mettre de l'eau partout? Non. Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Ça ne me dérange absolument pas qu'elle le fasse. Ce qui me dérange, par contre, encore une fois, donc c'est pas elle le problème, c'est que ce qu'elle fait, ça va me demander après de nettoyer. Et pire, ça risque de la mettre en danger parce qu'elle peut glisser et tomber. Donc, je lui explique ça. Et je la mets après dans une activité qui peut être sécurisée, encadrée, entre guillemets, pour lui permettre de le faire. Ça a été l'exemple d'ailleurs de ce matin qu'elle voulait jouer absolument avec de l'eau. Et j'ai dit, ok, je te donne une grande bassine. Au moins, tu mets ta petite bassine dans la grande bassine pour pas qu'il y ait de l'eau partout. Enfin bref, voilà, j'essaye de moi, m'adapter à elle. Et pas l'inverse. Parce que c'est moi l'adulte. Et donc, je n'ai pas l'autorité. C'est pas à moi de dire j'ai l'autorité, je sais tout, etc. Par contre, c'est à moi de m'adapter, de trouver comment satisfaire son besoin. Mais pour ça, il faut aussi savoir satisfaire nos propres besoins, reconnaître nos propres besoins, être à l'écoute de ça, les accueillir. Ça demande aussi, et aussi pour tout ce qui est émotionnel, savoir accueillir nos propres émotions. Parce que là aussi, il y a autre chose. C'est quand un enfant crie. Comment lui demander d'arrêter de crier en lui criant dessus? On n'est pas le bon exemple. Comment demander à un enfant de ne pas taper si, pour lui faire comprendre, on le tape, on le punit? Il n'apprend rien d'autre qu'à taper, à être puni. Mais il n'apprend pas pourquoi il ne faut pas le faire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est hyper important d'expliquer pourquoi. Ne pas avoir l'autorité. L'autorité, c'est nous qui sommes des tyrans, encore une fois. C'est pas les enfants, du coup. Et pour moi, d'être dans ce respect-là, d'avoir cette vision de l'enfant qui a juste à apprendre. Il veut toujours apprendre, expérimenter. C'est comme ça qu'il apprend, en expérimentant.
Donc c'est à nous d'être l'exemple de ce qu'on veut de nos enfants. Mais pour tout ça, il faut vraiment avoir conscience de ce qu'il y a au fond de nous, vraiment. En toute bienveillance. Pas dans le jugement. Juste dire, ok, quand je me sens comme ça, ben, je suis en colère. Quand il se passe telle action, ça me met en colère. Je me sens en colère. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Souvent, ce sont des pensées qui sont derrière qui vont nous générer ça. Je vous reviens à l'exemple de l'eau, ou s'il étale, je sais pas moi, de la confiture ou de la compote, peu importe, voilà, quand c'est quelque chose, qu'est-ce qui va nous mettre en colère? Je vais encore devoir tout nettoyer, ça va être le Bronx, je vais perdre du temps. Et ça, on peut le communiquer, tout simplement. Plutôt que de crier ou de hurler. Par contre, crier par exemple ou hurler, même taper, c'est notre émotion aussi qui demande à sortir. C'est ok d'être en colère, totalement ok. C'est bien de chercher ce qu'il a généré, qu'est-ce qu'il y a derrière pour pouvoir dire notre besoin, pour nous rassurer, pour nous apaiser. Mais crier, taper, c'est un besoin aussi de notre corps. Il y a une tension qui se crée, de l'adrénaline quand on a une émotion, il y a des choses, des sensations. Et notre émotion a aussi besoin, donc c'est un mouvement. Émotion, ça veut dire ça, c'est mettre en mouvement, extérioriser le mouvement. Donc c'est important aussi de se mettre en mouvement. Et donc crier et taper, encore une fois, c'est quelque chose qui nous soulage. D'ailleurs, souvent les parents sont soulagés quand ils le font. Donc par contre, on peut le faire de manière pareil que pour les enfants, encadrée. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, ok, là j'ai vraiment besoin de crier. Parce qu'on entend l'enfant crier, ça nous monte à l'intérieur, on le sent, c'est ok. On dit, bon ok, tu veux crier? Allez, crions ensemble. Et donc on crie. Moi j'aime bien faire le cri du loup avec ma fille. Ça marche très bien, ça lui plaît, ça me plaît. Et à la fin, on est apaisé. Et là, on dit, bon, maintenant, on peut parler calmement. Donc, il y a telle action, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Mais toujours parce que j'ai pas la vision de ma fille qui veut me manipuler, qui veut me faire du mal. Ou qui est méchante. Et ni moi que je suis méchante. Parce que du coup, ça va dans l'autre sens aussi. Il faut aussi être bienveillant aussi envers soi-même. Et reconnaître tout ce qu'on nous a calé comme étiquette pour pouvoir s'en défaire et choisir ce qu'on a envie d'être. Quelqu'un de bienveillant, d'empathique, respectueux, par exemple. Après, chacun a ses valeurs, mais voilà. Et donc, je vous en parlais ce matin, d'ailleurs, dans le post, peut-être si vous l'avez vu, du fait qu'on a besoin de personne. Tout est en nous. On peut simplement choisir quoi croire vrai et qui on a envie d'être, qui on est au fond de nous. On peut choisir de le devenir, de l'incarner dès maintenant. On peut avoir envie de lire des livres, sur la parentalité. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'aime beaucoup lire, apprendre, expérimenter des choses. Et justement, lire, apprendre, c'est bien. Ça peut donner des idées pour justement comment gérer ce qui peut se passer avec nos enfants, nous donner des idées, de la créativité. Après, on éveille notre propre créativité aussi. Donc, c'est bien d'avoir des connaissances sur le sujet aussi. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté expérimenter. Pour intégrer. C'est quand on expérimente les choses qu'on va les intégrer. Les enfants, c'est pareil. Quand ils expérimentent, ils apprennent, ils répètent. Comme on doit le répéter verbalement, on doit répéter aussi de manière physique, donc intégrée. Plus ils intègrent, plus ça va se faire en automatisme. On va créer des nouveaux schémas neuronaux. Il y a plein de choses qui se font au niveau inconscient, au niveau conscient. Et plus on met de la conscience et plus on vit dans le moment présent, plus on a ce pouvoir aussi sur notre vie, sur comment on veut agir en chaque instant. Et on montre l'exemple à notre enfant. Mais peut-être que, donc, on a tout en nous. Il suffit d'activer ces clés-là. Tout est là. On peut choisir. On peut le choisir. On peut choisir de se libérer de tout notre passé, de se libérer de toutes ces croyances qu'on a à propos de nous, de ce manque de confiance. On peut tout activer dès l'instant où on pose cette intention-là. Et d'être dans cette intention-là et de le vivre au moment présent, plus on est dans le moment présent, plus on a conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, plus on peut choisir consciemment ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Donc on peut être cette personne-là dès maintenant. Par contre, peut-être que vous pouvez avoir envie d'être quand même accompagné sur ce cheminement-là.
Parce qu'un regard extérieur, ça va vous apporter des lumières sur certaines choses, c'est ce que je vous disais ce matin. Ça va vous permettre aussi de savoir où regarder avec un regard neutre, où regarder pour voir vos capacités, pour voir vos vulnérabilités aussi, pour venir les accueillir, les accepter. La bienveillance notamment, je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se donner de la bienveillance. Donc parfois que quelqu'un nous montre comment nous donner cette bienveillance, puis pouvoir cheminer ensemble. C'est intéressant aussi d'avoir cet accompagnement-là. Et ce en quoi la sophrologie peut vraiment aider concernant la parentalité, c'est justement l'intégration et l'expérimentation. Parce que la sophrologie, c'est, je vous en ai parlé dans ma vidéo, mais c'est l'harmonie de notre corps, de notre mental et de nos émotions. C'est vivre cet espace-là en harmonie, retrouver cette paix, cette puissance et cette sérénité intérieure qui va nous permettre du coup aussi, dans cet espace-là de sérénité, de pouvoir intégrer de nouvelles expériences au niveau corporel. En pensée, on va le ressentir au niveau physique, au niveau émotionnel. Et là, ça va créer de vrais schémas neuronaux. Parce que notre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et ce que l'on pense ou ce que l'on réfléchit. Notre conscience, elle se déplace comme ça. Là, si je vous dis, pensez à ce que vous faisiez ce matin au petit déjeuner, eh bien, votre conscience, elle est ce matin à votre petit déjeuner. Et vous pouvez réactiver ce que vous avez vécu, les odeurs, les sensations. C'est possible. Et plus on vit en conscience, plus on peut réactiver ça. Et donc la sophrologie, elle est vraiment intéressante pour ça, parce que ce que vous allez lire dans les livres, qui est génial, qui vous apporte des connaissances, une ouverture d'esprit sur certaines choses, de nouvelles possibilités, une nouvelle façon de voir la parentalité et la vision de l'enfant, ça va vous permettre en fait de le vivre, de l'incarner vraiment. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que je suis passée par justement une période où j'ai beaucoup lu, notamment pendant ma grossesse, avant aussi, puisque j'accompagnais les enfants, et je vous l'ai dit, c'est là où j'ai commencé à m'éveiller à cette nouvelle parentalité qui était très différente de ce à quoi je pensais quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'étais plutôt quand même, hormis dans mes accompagnements en cabinet avec les enfants ou dans mes ateliers, mais en termes de parentalité vraiment pure, puisque je n'étais pas maman, je n'avais pas expérimenté. Et donc, quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est ça, c'est de pouvoir, au niveau de l'expérience vraiment, en conscience, donc dans mon quotidien, qui me permet à chaque fois d'être une nouvelle occasion de grandir par rapport à ça, mais aussi après, avec la sophrologie, d'éveiller ma conscience à ça, d'une part, mais aussi d'aller chercher le soir, quand j'avais vécu quelque chose qui n'était pas comme je l'aurais voulu, puisque bien sûr je ne suis pas parfaite, et j'avais des conditionnements aussi à enlever, et à chaque fois j'ai de nouvelles croyances qui viennent en lumière et que j'essaye d'enlever, et bien ça me permettait de le travailler. Comment je vais pouvoir programmer une nouvelle réponse à ce que ma fille peut faire. La prochaine fois qu'elle fait telle action, ou si elle fait telle action, qu'est-ce que je pourrais répondre pour que ce soit plus juste, respectueux. Pas dans les automatismes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça, si vous avez envie de faire ce cheminement, je serais vraiment ravie de vous accompagner à le faire. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur en fait de le faire dès la grossesse. Je commence à en parler, mais après aussi avec mon accompagnement uniquement sur la parentalité, si c'est ce qui vous intéresse, si ça vous botte, si vous aussi vous avez envie de travailler sur ça. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je le ferai, parce que c'est merveilleux d'arriver sur ce chemin-là. Et pour en arriver, donc là je vous ai parlé un peu de ma vision en moi, de comment j'ai cheminé par rapport à cette parentalité aussi. Mais je voudrais en revenir à ces violences dites éducatives qui ne le sont pas du tout. Ça me fait vraiment mal au cœur quand j'entends des personnes crier après les enfants, punir les enfants, les mettre au coin tout seuls. Ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que encore aujourd'hui, ça peut se faire, alors que dans des pays nordiques, ça ne se fait plus depuis déjà de très nombreuses années. Une fessée, c'est plus autorisé, comme chez nous d'ailleurs, hein. Et c'est pour ça que c'est grave, c'est que les gens ont encore en tête, comme pour les femmes, qu'il y a très peu d'années finalement, quand on le regarde, je me rappelle plus, j'avais vu un reportage sur ça, ça m'avait choqué, c'est qu'il y a très peu d'années en arrière, un homme considérait que frapper sa femme pour lui donner une correction parce qu'elle n'avait pas bien fait certaines choses, c'était normal. Et il le disait à la télé, normalement. Comme pour un enfant. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique parce que je vous parlais, depuis tout à l'heure, je vous parle notamment de phrases, de mots.
particulièrement parce que déjà, rien que par les mots, ça a un impact énorme. Notre non-verbal, ça a un impact énorme. Déjà, rien que là. Mais au-delà de ça, donc moi, je suis focalisée déjà sur ça, mais au-delà de ça, il y a les cris, il y a les fessées, les punitions et d'autres châtiments que j'ose même pas imaginer. Donc c'est vraiment important de s'informer sur ça et de le partager, de faire en sorte que le plus de parents possible puissent se détacher de ça, que le plus de parents possible puissent arriver, recoucou, que le plus de parents puissent être informés de ça. On en parle partout aujourd'hui. Je pense que c'est impossible de ne pas être au courant. Et je pense vraiment, et là c'est même pas une question d'adhérer ou pas, c'est que c'est pas un choix. D'être dans une éducation non violente, ce n'est pas un choix. Alors peut-être pousser jusqu'au point où je vous le dis, de faire attention. Par exemple, venir essuyer par derrière. Quand j'avais lu cette liste, ça m'avait paru dingue, mais c'est vrai en fait. La liste, vous pouvez aller sur Stop VEO, donc qui est Stop Violence Ordinaire Éducative, puisque c'est comme ça que c'est appelé. Venir nettoyer notre enfant de force comme ça, sans le prévenir, c'est déjà une violence. Si quelqu'un, encore une fois, remettez-vous à la place d'un adulte, mais est-ce que si votre voisin, votre mari, votre mère aujourd'hui, je ne sais pas, venez vous essuyer comme ça la bouche parce que vous aviez un peu de la bouche sale, est-ce que vous trouverez ça agréable? Non. Est-ce que vous trouverez ça normal qu'on vous oblige à faire un bisou? Et là, en plus, ça va sur l'éducation sexuelle, les préventions contre les abus sexuels et tout. Donc ça, c'est encore aussi autre chose. Mais ça passe par là, par cette éducation-là. Le respect de l'enfant en toutes circonstances. S'il n'a pas envie de manger, s'il n'a pas envie... voilà, on demande l'autorisation. S'il n'a pas envie de faire un bisou, il ne fait pas un bisou. Il peut dire bonjour, parce que ça fait partie des règles de notre société, d'être poli et de dire bonjour. On peut mettre des limites, bien sûr qu'il faut mettre des limites pour sécuriser l'enfant, pour sa santé, et aussi pour qu'il puisse vivre en communauté. Oui, mais pour ça, on n'a pas besoin d'autorité, on n'a pas besoin de violence. Mais nous, ça nous demande un travail énorme. Tout est là en nous, on peut le faire, on a ces capacités-là, et j'ai envie de dire encore une fois que c'est notre responsabilité de le faire d'ailleurs. Parce que nos enfants, ils n'ont rien demandé. Eux, ils sont là, ils sont purs, ils sont amour. Toutes ces violences, tout ça, ils ne connaissent pas. C'est par rapport à ce que nous, on va leur transmettre que ça va être comme ça. Et en changeant ça, dès la grossesse, pour le cheminer, pour l'expérimenter, pour le vivre quand nos enfants sont là, on va pouvoir changer toute une génération qui changera à son tour toute une génération, qui changera à son tour toute une génération. Et on va changer le monde comme ça. Mais il faut que ça passe par nous, que ça commence par nous, à l'intérieur. Et encore une fois, là aussi, où la sophrologie peut aider, c'est que on va pouvoir arriver aussi à rester aligné, à rester serein, calme à l'intérieur, même quoi qu'il se passe à l'extérieur. Quand notre enfant a une crise émotionnelle, une tempête émotionnelle, ce qui est appelé caprice et que je déteste comme mot, les enfants ne sont pas capricieux. Encore une fois, je sais que je le répète souvent, mais je le redis, c'est à nous de réussir à nous dire « Ok, qu'est-ce qui se passe là tout de suite, dans le moment présent ?» On respire si ça nous aide à nous canaliser. On peut faire un geste signal qui nous permet de nous recentrer tout de suite. Qu'est-ce que je ressens? Ok, je me sens comme ça. Qu'est-ce que j'ai pensé pour que... Voilà, quelle est ma pensée par rapport à l'action de mon enfant? Est-ce que je pense que là, il veut absolument me rendre chèvre? C'est pas ça. Ok, je m'apaise, je garde mon calme à l'intérieur et je suis là pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a besoin? Je pense que cet amour, ce respect, c'est la base de tout et on peut changer énormément de choses par rapport à ça. Voilà, donc s'il vous plaît, faites passer le message autour de vous que la violence éducative, c'est très très délétère pour les enfants, pour leur développement et pour toute une génération, pour toute une société. Parce que la violence engendre uniquement de la violence. Répondre à de la violence par de la violence, ça n'aide pas du tout à avancer. Encore une fois, comme je le dis pour la douleur, pour l'accouchement par exemple, lutter contre une douleur, lutter contre une émotion, ça n'aide pas à la vivre, ça n'aide pas à la laisser passer et ça n'aide pas à avancer. C'est quand on va vers la lumière, vers l'amour, que là,
on arrive à accepter les choses et à changer les choses. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous aura parlé. Et dites-moi en commentaire, même en replay, un petit peu ce que vous en pensez, comment vous vivez, quelles sont vos difficultés au quotidien. Et surtout, si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin-là, eh bien, contactez-moi en message privé ou par message, peu importe, en email. Voilà, vous avez mon numéro, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter et pour que nous puissions réserver même un appel découverte pour en parler. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très bientôt.